Début 2020, on aura le lancement de l'application pour la gestion du CPF, on aura l'ouverture totale du marché de l'apprentissage, puisqu'il faut bien appeler ça comme ça, hein. On crée un marché sur l'apprentissage, c'est-à-dire que tout le monde peut créer son centre de formation d'apprentis assez librement. Je vous dirai les conditions, mais elles ne sont pas très compliquées. On aura donc l'ordonnance pour organiser la collecte. Alors, 2020, c'est aussi l'échéance pour vos obligations de gestion des parcours à 6 ans. Vous savez que la loi de 2014 avait créé ça, l'obligation de faire des entretiens tous les 2 ans et de former les salariés ou de les faire évoluer, etc. Bon. Là-dessus, la loi de septembre a modifié un paramètre lié à la pénalité financière. La pénalité, d'abord, ne concerne que les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Les autres en sont exonérés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, j'y reviendrai, mais beaucoup moindre. Mais celles de plus de 50 salariés ont potentiellement une pénalité financière. La pénalité, c'est si je n'ai pas, sur 6 années, donc entre 2014 et 2020, fait bénéficier, le problème si on compte, c'est que 2014-2020, ça fait 7 ans. Si j'inclus 2014, vous voyez, 2020. Alors se pose la question de la date butoir. Si je prends date à date, je suis sur la publication de la loi 7 mars 2020. Après, si je raisonne en année civile, la loi s'applique pour la première fois, elle dit tous les 6 ans. On pourrait peut-être jouer un petit peu en disant bah, ça démarre en 2015 et ça se termine fin 2020. Donc si je suis dans les clous sur ces 6 années-là, ça va peut-être encore aller. Sachant que comme vous vous auto-pénalisez, vous pouvez être souple d'appréciation avec vous-même, vous voyez. C'est quand même sous contrôle du fisc cette affaire, mais on peut peut-être discuter un petit peu sur l'échéance exacte, si jamais on avait du mal. Mais n'empêche qu'il faudra regarder. Est-ce que je peux justifier pour tout salarié d'avoir fait un entretien tous les 2 ans et de leur avoir fait suivi au moins une formation sur cette période-là? Et alors la loi nous dit une formation non obligatoire, mais elle ajoute ce que certains oublient, une formation non obligatoire dans le sens où un texte rendrait la formation obligatoire pour exercer l'activité, sinon je n'ai pas le droit de l'exercer. Ce qui veut dire que ce ne sont pas toutes les formations qui sont obligatoires au sens de vos obligations générales de veiller aux compétences des gens, je pense à toutes les formations à la sécurité, ça ne vise que les formations qui sont visées spécifiquement par un texte, et si je n'ai pas suivi la formation, on m'interdit d'exercer l'activité, ce qui est un champ quand même beaucoup plus restreint. Je vais prendre un exemple. Un CACES, ce n'est pas une formation obligatoire, dans le sens où j'ai une alternative. Je peux faire un permis. Je peux faire une autorisation de conduite. Donc, il n'y a pas un texte qui me dit que vous êtes obligé, sinon les gens ne peuvent pas exercer l'activité. Je suis obligé de m'assurer de la compétence des gens avant qu'ils n'utilisent certains matériels. Mais il n'y a pas une formation prescrite obligatoire. Les formations SST, je suis obligé d'avoir des sauveteurs secouristes dans l'entreprise. Mais si je le prends au niveau individuel, les gens ne sont pas interdits d'exercer leur activité s'ils n'ont pas un brevet de SST. Donc je ne suis pas du tout dans le champ de l'obligatoire non plus. Vous voyez. Donc il faut faire attention à la manière dont on traduit l'obligatoire. C'est moins évident pour l'habilitation électrique par contre. Vous voyez, parce que l'habilitation électrique, si je n'ai pas fait la formation, alors la question pourrait se poser d'ailleurs, hein, c'est est-ce que c'est la formation, est-ce que c'est la certification? Parce que si c'est juste passer la certification et être habilité sans suivre de formation, je n'ai pas une formation obligatoire. Donc si je fais la formation en plus, avant l'habilitation, alors qu'elle n'est pas obligatoire, je ne suis toujours pas dans le registre de l'obligatoire. Donc, encore une fois, je ne peux pas traduire vous voyez, tout ce qui relève de mes obligations de faire en sorte que les gens soient compétents pour exercer les activités qui sont les leurs ou pour travailler en sécurité, n'est pas exclu. Mais quand même, il faudra justifier d'avoir fait au moins une formation. Alors, il vous reste 1 an et demi pour checker tous les salariés qui n'auraient pas suivi de formation, éventuellement en organiser et vous mettre là-dessus. Et je reviendrai sur comment on fait si on n'a pas fait les entretiens, si on a raté le démarrage et qu'on a commencé à faire des entretiens professionnels qu'il y a 1 an ou 2, voir si on n'en a pas fait. Encore à ce jour. Comment on fait? Bon, tout à l'heure. Donc on aura cette première échéance en 2020, c'est quand même pas neutre. Et puis en 2021, il y aura donc la collecte URSSAF et une dernière chose, 2021, c'est la date à laquelle
les organismes de formation avec lesquels vous travaillez, si vous souhaitez bénéficier, si vous payez avec votre budget, vous travaillez avec qui vous voulez, comme vous voulez, mais si vous souhaitez bénéficier de financement de la part de l'OPCO, il faudra que les organismes de formation avec lesquels vous travaillez soient certifiés. Et on est en train de finaliser la certification qui sera unique, qui vaudra pour tout le monde et qui vaudra aussi bien pour les CFA que pour le champ de la formation professionnelle plus largement. Voilà. Et donc là, on est encore en 2021. Je manque la date. C'est 2021. Dans ce qui va se passer en 2019, on va avoir, là les branches sont en train de négocier sur le périmètre de l'opérateur de compétences, mais ensuite il va falloir, et ça on ne va pas pouvoir le faire avant la fin de l'année, donc ça se fera au cours de l'année 2019, renégocier sur les accords de branche. Ils sont complètement obsolètes. C'est-à-dire toutes les dispositions que vous avez aujourd'hui dans vos accords qui concernent la formation, concernent des dispositifs qui n'existent plus en 2019, et on a des dispositifs nouveaux sur lesquels les accords de branche ne disent rien par définition. Donc il va falloir les renégocier. Ça va prendre un peu de temps, sans doute qu'on verra ces accords en gros dans le premier semestre 2019. Et ça pourrait, et notamment on se posera la question pour la branche, en tout cas dans le secteur du bâtiment, il y a une obligation conventionnelle. C'est cette obligation conventionnelle, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la garde au même niveau? Est-ce qu'on la modifie? Donc est-ce qu'on fait plus? Est-ce qu'on fait moins? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la surprime? Et surtout, si on la garde, à quoi on l'affecte? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va permettre de financer? Ce qui est la réponse, pour vous, quand même, à une question, c'est si je contribue, qu'est-ce que ça peut me financer en retour? Et là, c'est plus l'État qui décide, puisque c'est conventionnel, ce sont les partenaires sociaux du secteur, qui donnent le champ des possibles. Donc, cette renégociation, elle ne sera pas faite pour le 1er janvier, elle interviendra en cours d'année. Alors ça va créer un petit décalage parce que la ressource du coût, si elle est maintenue, elle existe pour 2019, mais elle va sans doute continuer à fonctionner sur les bases actuelles tant qu'elle n'est pas renégociée, et ensuite en cours d'année, on pourrait avoir des règles différentes. Je renouvellerai cette recommandation. Il faut garder de la proximité avec son OPCO dans la période qui vient. Parce que faut garder de la proximité pour plusieurs raisons. Parce que les règles changent, donc pour fluidifier la gestion des dossiers, mais aussi parce qu'il va y avoir des opportunités dont certaines on ne les connaît pas aujourd'hui. Et si on ne veut pas passer à côté, il faut quand même être en proximité de relations. Enfin, si vous êtes là, c'est que c'est déjà le cas.